Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Les Vosges sont une terre de tourisme évidemment, mais un tourisme qui se doit aujourd'hui d'être le plus éco-responsable possible. Accès à notre département, déplacement pendant le séjour, gestion des déchets ou encore préservation des ressources naturelles de tout ordre soit-elle. Les points de vigilance à avoir sont nombreux. Avec nous en plateau, 3 invités qui illustrent cette démarche et ses ambitions. Nicolas Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur gérant de Saveurs Vosgiennes au syndicat, site d'hébergement insolite, impossible, non bien sûr, insolite bien sûr, c'est au syndicat et avec une nouvelle offre de services et d'activités cet été, on en parle tout de suite. Sophie Declercq, bonjour. Bonjour. Vous êtes belge. Et vous habitez désormais à Xon-Rue-Longemer. On vous connaît parce que vous avez notamment géré le camping municipal de Xon-Rue-Longemer. Et vous proposez une nouvelle activité. Vous êtes une agence de voyage de vélo, de circuits à vélo en liberté, avec une innovation en termes de déplacement justement sur notre département. On va voir tout ça. Laurent Mougel, bonjour. Bonjour. Le chargé de communication de Bolder à la Bresse. Bolder, bien sûr, qu'on ne présente pas, site d'activité extérieure et de cabanes insolites aussi. Merci à tous les 3 d'être sur notre plateau pour parler donc d'éco-responsabilité, de ce tourisme en mode éco-responsable aujourd'hui. Sophie Declercq, on va commencer avec vous si vous voulez bien. Juste une photo tout de suite de vous avec votre vélo cargo. Ça fait 2 ans maintenant que vous sillonnez le massif des Vosges avec votre vélo et avec ce vélo cargo dans lequel vous pouvez transporter les bagages de vos clients, des clients à qui vous proposez des circuits à vélo et vous faites toute la logistique sur ce vélo cargo électrique. Grosso modo, vous passez votre vie à vélo. Les matins en tout cas, jusqu'à 15h l'après-midi et les 6 mois de l'été, on peut dire, de la saison estivale. Alors c'est une véritable innovation. En 2022, vous avez créé cette société. Donc je réitère, vous avez été directrice du camping municipal de Xon-Rue-Longemer. Et donc belge et vosgienne d'adoption. Vous avez travaillé en France, vous avez travaillé en Angleterre. Et c'est vraiment une innovation. C'est circuit à la carte pour les gens qui veulent découvrir les Vosges avec leur vélo. C'est ça. Et ce sont des séjours de minimum 2 nuits jusqu'à 12 nuits à peu près. On voit la Marguerite, le territoire sur lequel vous intervenez, parce que racontez-nous, l'idée c'est que vous assurez toute la logistique pour la nuit en chambre d'hôte, en gîte de vos clients. Oui, le client il arrive avec ou sans son vélo, on s'en occupe. Je lui donne un carnet avec tous ses parcours. Et il va rouler de chambre d'hôte en chambre d'hôte. Mais comme c'est une massive moyenne montagne, c'est beaucoup plus sympa de faire ça sans les bagages. Et du coup, moi, je transporte les bagages. Mais quand j'ai eu l'idée, je me suis vraiment posé la question, ça ne va pas. Je vais rouler 100 km en voiture pour transporter les bagages, pour que les clients puissent rouler 50 à vélo. Là, vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, exact. Et le vélo cargo, ça me tentait. Je suis belge, donc ça me tentait encore plus. Et j'ai cherché jusqu'à trouver un concept que ça fonctionne. Donc, je limite les kilomètres en vélo cargo. Ma limite, c'est 110 km dans la journée. Je fais ça en boucle comme une route de bus. Et je fais ça toujours dans le même sens. Donc, tous les clients vont partir de Gérardmer ou Xon-Rue-Longemer ou Remiremont de la gare. Ou Remiremont, s'ils arrivent en train justement à Remiremont avec leur vélo, ou même sans leur vélo, puisque vous pouvez éventuellement leur proposer des vélos en location avec d'autres partenaires de Remiremont ou d'autres communes. C'est vraiment à la carte pour que le touriste, alors français, vous avez eu l'année dernière une centaine de clients, grosso modo 1 sur 2 est français, Benelux, anglais, allemand aussi, mais il arrive à Remiremont et après, il n'a plus qu'une inquiétude, une préoccupation, c'est profiter de son séjour à vélo et de faire des étapes. C'est ça, oui. Et d'arriver à temps pour le repas le soir. Okay. Alors, au départ de Remiremont, par exemple, tout rapidement, quelles sont les étapes et sur 5-6 jours? Oui, de Remiremont, on va aller à
Vintran. De Vintran, on va revenir vers Xonru-Longemer, parfois avec un arrêt à la Bresse. Xonru-Longemer, Sapois, Rochesson. Et de là, retour à Remiremont. Mais je peux toujours en ajouter. Je passe aussi par le Grand Valtin, c'est vrai, j'oublie. Et Fraisse-sur-Moselle. Qu'est-ce que dit cette innovation dont vous êtes vraiment à l'origine en termes de d'éco-responsabilité, de tourisme éco-responsable? Est-ce que juste ça peut être un argument de vente pour attirer des touristes sur notre département? Ça leur plaît, évidemment. Ça leur plaît. Au début, je communiquais plus autour du vélo cargo, mais finalement, c'est le fait que c'est des séjours à vélo. Ça fait vendre, mais le client, il tient vraiment que ce soit en vélo cargo et c'est quelque chose à raconter après. Le transport des bagages en vélo cargo que vous assurez de gîte en gîte, pour la nuit, pour les clients. C'est ça. Oui. Et alors, petite anecdote aussi rigolote, vous avez devant vous, là, montrez-les à la caméra, vous donnez à vos clients une valise de géolocalisation pour pas qu'ils se perdent. Ou plutôt pour que vous puissiez les retrouver. Oui, pour que moi je puisse les retrouver, j'ai une carte sur mon téléphone avec leur position. Il y a une petite carte SIM dedans et tous les 5 minutes, ça envoie la position. Donc même s'il y a une zone blanche, ce qu'on a, on peut les retrouver, on peut vraiment réduire la zone de recherche si on a besoin de les retrouver. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est de sortir des circuits très fréquentés. Vous faites vraiment un circuit à la carte sur des toutes petites routes, voire des routes de montagne. Oui, pas de montagne, des chemins de montagne. C'est vraiment, oui, il y a un peu de chemin pour ceux qui le souhaitent, mais d'habitude, c'est sur les toutes petites routes et on en a plein. Certes. Et ça vaut, évidemment, c'est d'autant plus facile parce qu'on est en moyenne montagne, bien sûr. Après, dans la plaine, ce sera encore plus facile, mais dans d'autres massifs montagneux, ça peut être un petit peu plus compliqué. Oui. Bravo pour cette innovation. Ça va peut-être faire des envieux à l'avenir. On va y revenir. Nicolas Toussaint, Saverne-Vosgienne, ça y est, pour vous comme pour tous les trois d'ailleurs, en fait, la saison est partie. Hein. On est au début des vacances. Laurent Mougel, Bolder, vous ouvrez pleinement votre structure, bien sûr, Bolder, là, pour le début de ses vacances. Ça, c'était le week-end dernier. Ouais. On va y revenir. Nicolas Toussaint, quid de Saverne-Vosgienne en termes d'hébergement? Et justement, vous avez à cœur, bien sûr, cette éco-responsabilité avec vos sites, vos logements insolites très éco-responsables. Pourquoi être tout de suite parti là-dessus? Rappelez-nous, dès le début de l'aventure. Dès le début de l'aventure, pourquoi être parti là-dessus? Tout simplement parce que c'était une recherche de valeur, être bien dans ses baskets, dans sa profession. Ouais. Donc je n'ai pas de ce milieu-là, mais du coup, racheter la forêt du grand-père, revenir aux origines, vraiment à la nature, près de la rivière. Et j'adore construire, créer. Donc il faut que toutes ces pensées qui sont là-dedans puissent être actées. Donc voilà, ça c'était vraiment le départ. Être en lien avec sa profession et du coup ses valeurs, voilà, pour être bien. Et l'idée, on l'a compris, hein, on va voir tout ça en images ou revoir, chaque logement est quasi autonome en énergie. Alors tout à fait, c'est le but ultime, c'était vraiment d'être autonome en énergie, notamment électrique, avec les panneaux photovoltaïques qui assurent l'électricité donc, sur tout le domaine, avec les petits frigos, voilà, les VMC qui tournent, les douches, voilà, il y a tout qui tourne finalement grâce au soleil, donc à la nature. Donc ça a été vraiment un sacré travail à mettre en place, mais du coup, c'était... Parce qu'il y avait beaucoup de racines dans la forêt, hein, il a fallu creuser tout ça. Mais c'est réussi, ça fonctionne, donc je suis très, très heureux de tout ça. Ouais. La gestion de l'eau de ces logements insolites, quelle est-elle ? Alors pour l'instant, on est sur la récupération d'eau de pluie, justement, et en fait, avec filtration, bien entendu. Et on utilise la pente de la forêt pour avoir avec la pente, on a une pression, avec la gravité, et ça nous fait la pression pour les douches et les sanitaires. Okay. Mais on est toujours en toilette sèche, avec compostage, voilà. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons sur tout ce qui est effectivement gestion de l'énergie et des ressources naturelles comme l'eau? Vous avez d'autres projets en tête que vous souhaiteriez mener à bien au cours des prochaines années? Alors dans les prochaines années, on va se raccorder au réseau d'eau potable
Pour une gestion aussi bien en période de sécheresse, ça peut être un obstacle. On va sur des années aussi qui sont un peu plus sèches que d'habitude. Donc ça, c'est un projet qu'on va mener à bien pour gérer aussi la sécurité. Donc on aura notamment toujours un bassin en haut, mais qui servira aussi en cas d'incendie, où on aura par gravité juste à ouvrir des vannes pour que ça puisse secourir les logements et la forêt, voilà, aider le travail des pompiers. Donc voilà, il y a toute une démarche comme ça en lien avec le changement climatique qui s'opère. Voilà. Combien de clients l'année dernière? Combien de logements aujourd'hui? On a fait à peu près 700 nuitées sur une activité qui démarre du 1er mai au 15 octobre. Donc c'est un travail 7 sur 7 où je suis tout seul à tout gérer, mais du coup voilà, ça me permet d'être au contact de ma clientèle, de ne pas déléguer. Moi j'ai un petit peu de mal finalement encore avec ça. Mais du coup, voilà, ça se passe très bien. C'est parce que c'est clairement votre bébé. Et, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. On a envie évidemment d'être au contact tout le temps. C'est vrai. Plusieurs nouveautés, on va y revenir. Je reviens avec Laurent Mougel sur l'ambition en termes d'éco-responsabilité. Pareil, à Bolder, évidemment, l'envie première, c'est de proposer des activités en extérieur. Peut-être est-ce venu un petit peu en second temps, cette notion d'éco-responsabilité de Régis Laurent, évidemment, et Jocelyne, à qui on pense très fort. Vous les représentez aujourd'hui, bien sûr. Donc Jocelyne et Régis qui sont toujours à tête de Bolder. Régis, grand fan de la nature et grand respectueux de la nature. Oui, complètement. C'est sûr qu'il y a 35 ans, quand il a créé Bolder dans sa petite camionnette avec l'école de parapente, je ne pense pas qu'il s'imaginait même que ça puisse être que ça ait la taille que ça est maintenant. Mais voilà, au fur et à mesure que Bolder a grandi, avec un gros virage à partir des années 2000, il a fallu penser que notre terrain de jeu, c'était pas que les airs, mais c'était aussi la forêt, et que si on ne préserve pas nos arbres, on n'a plus notre terrain de jeu, quoi. Eh bien, justement, allons-y. Effectivement, on va voir quelques images des cabanes à Bolder, et puis il y a aussi tout le parc d'activités, bien sûr, le bois des lutins avec des agrès divers et variés dans la forêt. Il y a la tyrolienne, Fantasticable. Le Fantasticable, non, la Bolder Line. La Bolder Line, ouais, pardon, la tyrolienne à virage, ouais. Voilà, je cherchais le terme. Donc tout ça, ce sont des activités qui se déroulent en forêt. Quelle a été votre démarche, justement, par rapport à la forêt? Vous vous êtes adapté, parce que vous vous êtes dit à un moment, tiens, le cerclage de tout cela sur les arbres, c'est peut-être pas top. C'était des techniques qui étaient utilisées en tout cas avant, et on n'avait presque pas le choix, on va dire. C'est encercler les arbres et puis chaque année ou presque adapter cette technique de cerclage-là à la croissance de l'arbre. Donc ça avait des contraintes et professionnelles et aussi pour l'arbre. Et donc là, il y a des nouveaux produits qui existent, notamment un clou qui sauvegarde les arbres. Et donc là, au lieu de l'encercler, on va transpercer l'arbre avec un clou qui est désinfecté. Okay. Et plus l'arbre va grandir, plus il va intégrer le clou à sa croissance et donc solidifier en plus l'accroche en elle-même. Aucun désagrément pour l'arbre, alors sur du long terme? Jusque-là, non. On a adapté beaucoup de nos cabanes aussi sur certains de nos parcours, dans le bois des lutins, sur la Bolder Line, cette technique-là. Et non, on surveille chaque année nous-mêmes en interne et avec des experts qui passent vérifier. Et jusque-là, non, tout va bien. Ok. Quid du sol de la forêt? Là aussi, une grosse démarche pour respecter le sol et accompagner la vie de la forêt au mieux. C'est ça, oui. On a été alerté à un moment par l'ONF notamment que le piétinement de nos clients à l'intérieur du parc pouvait blesser les arbres, écraser les racines, c'était pas bon pour eux en gros. Et donc on a revu nos sentiers et puis chaque année ou tous les 2 ans, on enrichit le sol avec une espèce de mulch, un mélange d'écorce et autres pour justement donner un bon coup de peps à nos arbres. C'est un travail, une manutention énorme, effectivement. Ça prend du temps en avant-saison et puis ces contrôles-là prennent du temps aussi. Mais voilà, comme je disais, si on n'a plus les arbres, on n'a plus notre terrain de jeu, on ne peut plus accueillir tous nos clients, donc il faut qu'on en prenne soin. Quid de cet esprit respect des ressources naturelles, là bien sûr en ce qui vous concerne, de la part des clients, ils en ont conscience? Petit à petit, ce sont des messages. Vous-même, vous diffusez des messages avec de la signalétique, il y a aussi aujourd'hui dans toutes ces activités une éducation à l'environnement. Bien sûr, ouais. C'est vrai qu'on voit que les clients ont aussi un peu changé d'état d'esprit là, depuis entre 5 et 10 ans, on voit que ça vient vraiment à changer. Par exemple, nous, sur la Bolder Line, on a fait le choix que les participants montent à pied dans un sentier à travers la forêt jusqu'au départ. Donc on n'a pas de véhicule pour atteindre le départ.
Et sur ce sentier-là, on a mis des panneaux un peu éducatifs sur la faune, la flore des Vosges, comment prendre soin de la nature, en gros, alors sans être moralisateur, mais voilà, on peut prendre le temps de monter et puis en apprendre un peu sur la région dans laquelle on est. Une montée à pied qui met combien de temps? Alors, selon les gens, on va dire, mais Oui. voilà, on va dire en moyenne, c'est une dizaine de minutes. Ouais, donc voilà, effectivement. Mais Ouais. c'est vrai qu'il pourrait y avoir un véhicule aussi qui monte. Et en revanche, vous avez un véhicule pour le Fantastica parce que là, c'est beaucoup plus haut. Là, on est plus loin, ouais. Ouais. Et la démarche par rapport à ça, vous êtes encore sur du thermique parce qu'il faut un Pour peu de l'instant, puissance. oui, il faut de la puissance, il faut quand même transporter 8 à 9 personnes sur un chemin de forêt. Après, on a le Fantastic Kid, qui est le mini Fantastic Câble qu'on a ouvert l'année dernière, et qui, lui, on a utilisé un chariot tracteur avec des batteries. Et donc là, les enfants, parce que c'est dédié aux enfants, cette activité, ils sont accrochés au câble, le chariot va les tracter en arrière, les larguer automatiquement, et ils font leur descente. Donc là, on ne dépend pas de véhicules thermiques pour monter sur cette activité. Ok, qu'est-ce que vous avez dans les cartons sur tout cet aspect éco-responsabilité et participation à l'éducation environnementale? Pour l'instant, on continue dans cette veine-là avec ce qu'on fait déjà. On reste un peu à l'affût si jamais on a des nouvelles activités à mettre en place. Alors pour l'instant, ce n'est pas non plus dans les cartons, vu qu'on veut surtout travailler notre zone d'accueil. Mais voilà, continuer dans déjà ce qu'on fait là, et puis s'adapter. Le tri des déchets qui s'est beaucoup aussi amélioré dans le département et sur la commune. Donc voilà, on est aussi entré dans ce jeu-là sur la restauration. Pardon. Aujourd'hui, quand on parle de déchets, on voit toujours sur tous les sites touristiques de France et de Navarre, évidemment, des quantités astronomiques de canettes et de bouteilles en plastique. Je me permets cette question, c'est difficile de s'en passer, ça. Alors les canettes, oui. Alors après, on a les bacs de tri dans lesquels on les remet. Bouteilles en plastique, on n'a pas du tout. Alors si ce n'est les petites bouteilles d'eau, parce que là, on n'a pas d'autre solution. Mais sinon, non, c'est tout du verre et qui du coup, après, est recyclable ou réutilisé par la suite chez les prestataires. Et la vaisselle, tout Et du la vaisselle, jetable, mais... Alors, même pas que du jetable, parce qu'on a aussi du lavable. Ok. Du coup, ça fait un peu de manœuvre en plus, mais voilà, on le fait. Et puis sinon, c'est du jetable, mais carton ou bois. Ok, allez, on voit les cabanes justement par rapport à l'impact environnemental de ce type d'hébergement. Pareil, là aussi, une démarche qui était à la base évidemment intéressante, mais qui a évolué au regard des techniques d'aujourd'hui. Ouais, Vous en êtes où de gestion des flux, de l'énergie Alors sur l'énergie, là, on est en train de développer une grosse partie. Alors on a déjà la domotique sur tout ce qui est gestion des chauffages et de l'éclairage des cabanes. Mais cette domotique-là, on l'améliore. Elle va être complètement reliée au planning de réservation. Donc une cabane qui est libre, le chauffage se coupe automatiquement. Quelqu'un la réserve en ligne sur notre site. Sur la date prévue, le chauffage va se remettre en route tout seul. Et donc comme ça, voilà, ça va vraiment être optimisé aussi cette partie-là de des chauffage. Économies, certes, mais aussi Sûr. évidemment des économies, d'émissions d'énergie inutiles. L'eau. Alors l'eau, on n'a pas la chance, en tout cas ça n'a pas été pensé à l'époque, mais c'est vrai que tout ce qui est récupération d'eau de pluie, alors on le fait, c'est-à-dire que l'eau de pluie, nous on l'a redirigée vers une tourbière qui était asséchée. Ouais. Donc ça a recréé un petit étang et une petite zone à côté de la cabane du pêcheur. Et où on a plein de grenouilles, on a des canards qui reviennent, donc voilà, ça a recréé aussi tout un espace de faune et de flore. Et comme on a des sources pas loin, on met à disposition de nos clients, il y a 2-3 points d'eau où on peut avoir l'eau de source directement depuis, alors pas depuis sa cabane, il faut en descendre. Mais voilà, si les gens veulent boire directement de l'eau de source, c'est possible. Effectivement. Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Sophie de Clercq, quel regard ont les clients qui découvrent le massif des Vosges? Je réitère, vous avez votre clientèle, beaucoup de Français, mais bien sûr un petit réseau. On va voir, vous faites des salons avec votre activité, vous faites des salons notamment en Belgique, bien sûr. Voilà, les Belges, les Néerlandais sont sensibles à cet impact de l'activité et de leur séjour touristique? De plus en plus, vous le sentez? Je pense que oui. Parce que déjà, ils viennent à vélo, ils ont l'habitude de faire du vélo. Donc forcément, on est sensible à ça. Parce qu'ils souhaitent découvrir les Vosges par les petites routes. C'est aussi pour ça qu'ils demandent mon aide, parce qu'ils n'osent pas venir et se retrouver sur des grandes routes. Donc, après 4-5 jours sur les petites routes, ils sont complètement zen. C'est différent. On voit vraiment l'impact de leur séjour. Est-ce qu'ils sont sensibles en amont?
Je pense que oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'y participer à votre échelle, quoi, avec cette offre touristique? Ah oui, certainement. Je fais ça par passion moi-même. Aussi, voilà, je roule à vélo, c'est une qualité de vie, c'est très bon pour l'environnement. D'avoir un système qu'on peut implanter ailleurs dans d'autres parcs naturels, je trouve ça génial. C'est une piste de réflexion qui, pour moi, a plein de sens et qui rend mon travail super intéressant. Et aujourd'hui, vous êtes la seule à le faire, mais ça va peut-être pas durer, à mon avis. Il va y avoir peut-être un peu de concurrence, plutôt une saine concurrence pour l'environnement et pour les ressources naturelles du massif qui seront d'autant plus préservées, mais voilà, à faire à suivre. Nicolas Toussaint, une innovation que vous proposez à Saveurs Vosgiennes donc, pour cette saison. Voilà, vous étoffez votre accueil avec une buvette qui est prévue, et puis aussi et surtout un escape game, mais avec plein d'autres partenaires dans la nature. Racontez-nous ça. Oui, tout à fait. Donc la buvette, déjà, parce qu'on aime bien boire un petit coup, surtout avec des produits locaux sélectionnés du terroir, quand on arrive à son hébergement insolite, qui plus est au bord de la rivière. Donc voilà, il y a un petit espace qui va être créé. On espère qu'il y aura le soleil cet été. Et le but, à chaque fois, c'est d'appuyer sur cette marque que j'ai créée il y a 9 ans, Saveurs Vosgiennes, pour avoir et distribuer du coup des produits locaux du terroir. Et tout à fait, donc un nouveau projet cette année, donc le Pass Massif. Donc en fait, c'est un projet que j'ai initié cette année avec l'entreprise Saveurs Vosgiennes, qui se présentera sous la forme d'une carte. Et le détenteur de cette carte bénéficiera de 2 choses. D'une première chose, c'est sur une journée dans le massif de pouvoir explorer sous les conseils d'un Vosgien en fait des points magnifiques, des tourbières, des lacs, des points de vue, en suivant un programme que j'ai réalisé pour eux. Okay. Et en fait, le point important de tout ça, c'est que ce parcours, je l'ai mis aussi en place sur des zones qui sont un petit peu moins fréquentées que le tourisme de masse peut être tenté d'aller. Donc la fameuse gestion des flux sur notre département qui pose problème évidemment en forte période de vacances avec certains points. Alors, je sais que le terme fait polémique, mais parfois évidemment on est sur un phénomène de surfréquentation. On a certaines communes qui se penchent déjà sur le dossier pour pouvoir gérer aussi bien nos forêts, les sites, pour que ce flux justement soit mieux géré. Donc j'ai pensé à ça lors de la création de ce programme. Donc ça c'est la première chose pour le Pass Massif. Et la deuxième chose, c'est d'avoir... le logo d'ailleurs, il est tout frais. Il est tout frais. Voilà, donc là on va le voir. Un logo, une image qu'on va être amené à avoir. Voilà, chez les différents partenaires, parce que la deuxième chose qu'offre ce Pass Massif à son détenteur, c'est d'avoir des réductions chez des partenaires qui ont été sélectionnés par mes soins et qui, justement, en fait, sont d'une manière ou d'une autre engagés pour la préservation de notre massif. Donc, on ne peut pas parler de label, on n'en est pas loin finalement, mais c'est dans l'idée, c'est que le client, en fait, qui va acheter ce Pass Massif pourra, lors de sa journée de villégiature, avoir vraiment une expérience authentique, naturelle et vosgienne, tout en respectant, en fait, et comprenant la nature qui l'entoure. Voilà. Avec, un alignement de planète autour de valeurs aussi. C'est le départ de mon entreprise, donc je continue, en fait, j'appuie dessus et j'essaye, en fait, finalement, que le touriste qui vient dans notre massif, comme on l'aime tous, notre massif, on a envie qu'il dure, hein, donc on a envie aussi de le partager, mais avec une manière durable. Voilà. Laurent Mougel, vous en faites partie justement de ces partenaires Bolder, de cette nouvelle initiative, Tout à fait, d'ailleurs, je remercie les partenaires parce que du coup on peut avoir aussi bien des activités de plein air comme Bolder, avec le parapente par exemple, pour aller voir le massif vu du dessus. On peut avoir aussi des commerces, comme la confiserie géromoise ou la ferme du bien-être, qui font des très bons produits, et évidemment aussi de la restauration. Donc il y a 3 piliers de partenaires qui sont en train de valider l'affiliation au projet. Laurent Mougel, à Bolder, ça vous a tout de suite parlé, bien sûr ? Bah oui, c'est sûr que c'est des beaux projets dans un esprit qui nous va bien. Donc si on peut accueillir des clients qui viennent, en plus pas forcément de la Bresse ou Gérardmer, qui restent des bulles un peu touristiques, et puis voilà,
faire venir du syndicat des gens jusque chez nous, c'est le top. Ouais. Et cette gestion des flux, là, on est sur la gestion des flux sur différents sites. Et puis, avec Sophie, un petit mot sur, messieurs, votre expertise touristique par rapport à cette activité. Et moi, je suis admiratif, j'avoue, le fait de passer ces journées à trimballer les bagages des clients en vélo cargo sur l'ensemble du massif. Hein. C'est intéressant, vous avez bien regroupé les personnes aujourd'hui parce que, par exemple, moi, j'avais vraiment l'envie de développer une clientèle sportive, admirative de la nature, aussi qui viennent en vélo, tout ça. J'ai déjà eu des clients qui sont venus à la gare de Remiremont avec leur vélo jusqu'à chez moi, donc voilà, ça c'est possible aussi. Donc je trouve que la démarche est vraiment top, quoi. Voilà. Ben, je pense qu'on est tous dans le même, les mêmes valeurs. Voilà. Alors, des points de vigilance et des marges de progression sur toutes ces thématiques. C'était l'objet de cette émission. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci bien. Et belle saison, puisque ça y est, c'est parti. Les beaux jours sont là et les vacances ont commencé. Les vacances de printemps ont commencé la semaine dernière. À très vite sur le terrain. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.